Ecopolitis, c'est la première émission. Elle est faite en partenariat avec l'ODJ et le groupe Arisala, qui aujourd'hui a créé sûrement la plus belle plateforme numérique de médias au Maroc. Et cette émission est dédiée au sens social et humain. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Madame Farida Jaidi, ambassadeur de Sa Majesté. Nous allons structurer cette émission autour de 3 axes. Le premier axe, ça va être la formation et la carrière de Madame Jaidi. Le second axe, ça va être ce qu'elle fait pour former les cadres supérieurs et les cadres dirigeants du ministère des Affaires étrangères. Et enfin, nous allons parler de l'ONG EWA qu'elle a créée, qu'elle préside. Elle nous dira quel est son rôle et qu'est-ce qu'elle fait comme action de lobbying pour promouvoir l'hygiène, l'environnement et la santé au Maroc. Madame Farida Jaidi, bienvenue sur notre plateau. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Nous voulions recevoir une femme, dans la première émission, une femme emblématique du Maroc moderne. Et nous voulions que ce soit vous, parce que vous êtes la seconde femme ambassadeur dans l'histoire du Maroc, après la princesse, Son Altesse Royale, la princesse Lalla Aïcha. Et vous avez une longue carrière dans les affaires étrangères. Vous avez occupé des postes prestigieux. Et dans ce premier panel, nous aimerions que vous nous parliez de votre formation et de votre carrière dans la diplomatie marocaine. Merci. Permettez-moi, Monsieur Kaderi, d'abord de vous remercier pour cette invitation, de vous remercier Ecopolitis, à qui je souhaite une longue carrière, de remercier l'opinion et EDG pour cette invitation, et de l'honneur qui m'a été fait d'être la première femme à inaugurer cette émission. Vous avez dit que j'étais la deuxième femme après la princesse Lalla Aïcha à être ambassadeur. Au fait, j'étais la deuxième femme de carrière, parce qu'il y a eu, après la princesse Lalla Aïcha, Allah yarhamha, il y a eu une femme qui a été nommée comme ambassadeur auprès de l'UNESCO, Madame Aziza Bennani. Elle a été nommée comme représentante du Maroc à l'UNESCO. Et par la suite, il y a eu Madame Aïcha Belarbi qui a été nommée comme ambassadeur auprès de l'Union européenne. Mais disons, auprès d'un pays, j'étais la première femme, disons, à être nommée comme ambassadeur. Et comme ambassadeur de carrière. De carrière, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière au niveau du ministère des Affaires étrangères. Les 2 autres personnes qui ont été nommées après Sa Majesté Lalla Aïcha, la princesse Lalla Aïcha, c'était des femmes politiques, beaucoup plus politiques, de carrière. Donc j'ai passé 38 ans de ma vie au ministère des Affaires étrangères. Et j'ai commencé dans les années 70, c'était juste après mon diplôme, enfin mon doctorat en relations internationales à Bordeaux. Le Maroc avait besoin de cadres au niveau des États, enfin au niveau de l'État, au niveau de l'administration publique. Et l'État marocain avait mis en place un programme de service civil. Donc j'étais la première promotion du service civil au niveau du Maroc. Et donc on pouvait choisir le ministère qu'on voulait ou l'administration qu'on voulait pour pouvoir travailler pendant 2 ans pour l'État. Et puis après, on décidait si on voulait rester travailler dans l'État ou bien faire autre chose. Moi, j'avais vraiment comme objectif d'être avocate. Mais finalement, donc, j'avais choisi le ministère des Affaires étrangères pour faire mon service civil. Et finalement, je suis avocate parce que je défends quand même mon pays quand on travaille au ministère des Affaires étrangères. Bon, c'est un travail justement de promotion et de défense des intérêts de notre pays. Donc j'ai commencé comme civiliste. Et on devait travailler pendant 2 ans, et au bout de 6 mois, notre ambassadeur à Rome avait besoin de renforcer l'ambassade du Maroc à Rome. Et donc, on m'avait envoyé pour renforcer l'ambassade du Maroc à Rome. Et je me rappelle que notre ambassadeur à l'époque, Allah yarhamou, Sizantar, a failli tomber des nues parce que il avait besoin de renfort, et puis on lui renvoie une femme, et en plus de sa stagiaire, qui venait juste de commencer, donc vraiment, ce n'était pas le profil qu'il attendait. Et finalement, je pense que le travail paye, le sérieux paye.
Et au lieu de rester 2 ans, comme c'était prévu, je suis resté 8 ans et demi à Rome. Et je me suis retrouvé en train de représenter notre pays à l'AFAO, qui est une organisation internationale pour l'alimentation et l'agriculture. Et de là a commencé, disons, ma carrière de multilatéraliste, si je peux dire. Parce qu'après, j'avais comme étiquette diplomate multilatéraliste. Et puis après 8 ans et demi, j'ai demandé à rentrer au pays pour pouvoir justement disons, revoir mon pays et justement reconnaître, parce que quand on reste trop longtemps dans un pays, on oublie justement les intérêts de notre pays, on devient plus ambassadeur de l'autre pays que l'ambassadeur de son propre pays. Et donc quand je suis rentré, donc j'ai travaillé un certain temps, puis après, comme j'ai dit, j'ai passé tous les échelons et les échelles, c'est-à-dire que je n'ai sauté ni échelle ni échelon. Et donc j'ai été SAFE, c'est-à-dire échelle 10. Après, c'était échelle 11, c'était conseiller au ministère des Affaires étrangères. Après, j'étais ce qu'on appelle ministre plénipotentiaire, c'est un grade hors échelle. J'ai été chef de service, après chef de division, après directeur de la coopération multilatérale, tout ceci pendant 16 ans. Et après directeur de la coopération multilatérale, j'étais peut-être le premier directeur du ministère des Affaires étrangères à être nommé comme consul général à Montréal. Alors qu'en général, les directeurs étaient nommés comme ambassadeurs. Mais comme il y avait encore cette mentalité que les femmes n'avaient pas encore la possibilité d'être ambassadeurs, parce qu'on avait un petit peu peur, on pensait qu'on n'avait pas assez les compétences pour cela, il a fallu attendre quand même que Sa Majesté Mohammed VI saute le pas, Allah yansuru, saute le pas pour pouvoir nommer des femmes comme ambassadeurs. Donc je suis resté 1 année comme consul général à Montréal, et puis par la suite, j'ai été nommé ambassadeur de Sa Majesté en Suède. Et de la Suède, je suis reparti comme ambassadeur de Sa Majesté au Brésil. Et j'avais le Brésil, le Paraguay et le Suriname. Donc j'étais résidente au Brésil, mais j'étais ambassadeur non résidente au Paraguay et au Suriname. Et puis après un certain temps, je suis rentrée au Maroc. J'étais conseiller diplomatique du ministre des Affaires étrangères, représentante du Maroc à la francophonie. Et puis après, c'était la fin de la carrière diplomatique. Une brillante carrière. Voilà. Est-ce que vous avez senti, durant votre carrière, qu'il était difficile de rompre le plafond de verre qui empêchait les femmes d'avoir les mêmes carrières que les hommes, et vous avez senti la difficulté? Est-ce que vous pensiez un jour que vous alliez devenir ambassadeur, que vous allez y arriver malgré le plafond de verre, malgré les mentalités à l'époque qui étaient moins ouvertes et moins féministes qu'aujourd'hui? C'est sûr que le parcours n'a pas été très facile pour une femme, surtout au début. C'est-à-dire que déjà, être nommé chef de service, on disait que c'était presque impossible. Et puis après, on a passé le chef de service, et après on disait, mais chef de division, jamais, on ne va jamais y arriver. Et puis après, c'était directeur, jamais on va pouvoir être directeur. Alors, ambassadeur, il n'en était même pas question. Il n'était même pas question d'y réfléchir, mais on luttait beaucoup. C'est-à-dire qu'il y avait un petit groupe à l'intérieur du ministère qui militait beaucoup pour cela. Et je peux dire qu'à l'époque, M. Filali aussi nous a donné un petit coup de main. Je me rappelle très bien qu'il m'avait dit que si un jour il y aurait une femme diplomate de carrière à être nommée ambassadeur, ça sera moi. Parce qu'il a eu la possibilité de me tester à plusieurs occasions. Mais c'est sûr que le jour où on a finalement décidé de nommer une femme ambassadeur, il fallait trouver un pays où on pouvait envoyer cette femme ambassadeur, parce qu'on ne pouvait pas l'envoyer n'importe où, parce qu'on avait quand même un petit peu peur de ce qu'elle était capable de faire. Et donc on a pensé que peut-être que l'envoyer dans un pays scandinave, ça ne va pas être trop difficile, parce que là-bas, les femmes, ça se comprend, et puis entre femmes, peut-être que ça va être plus facile pour elles. Et c'est là que l'idée a été de m'envoyer comme ambassadeur en Suède. Et comme vous le savez, le Suède, c'est le pays, je peux dire, le plus anti-marocain qui existe, le plus pro-Polisario. Donc la mission n'était pas si facile que ça en Suède. D'ailleurs, la première réunion que j'ai eue au ministère des Affaires étrangères suédois, déjà, j'ai eu un choc en me disant « c'est pas parce que vous êtes une femme qu'on va vous faire des faveurs ». J'ai dit qu'on n'avait jamais envie de... Moi, je voulais être traité comme un homme, je ne voulais pas de faveurs, mais je voulais quand même qu'on comprenne un peu la position de notre pays. Et je peux dire que j'étais assez... c'est pas pour, encore une fois, me lancer des fleurs, mais j'étais assez satisfaite du travail qui a été fait au niveau de la Suède, parce que partir dans un pays qui était
aussi anti-marocains que l'était la Suède, et que vers la fin, je ne peux pas dire qu'ils ont complètement changé de position, mais qu'ils se sont un petit peu amadoués, parce que d'abord, ils nous ont beaucoup aidés. À l'époque, quand j'étais là-bas, c'était encore l'époque où les Marocains étaient encore prisonniers chez le Polisario. Et c'était quelque chose d'inadmissible. Après, je ne sais pas combien d'années, 30 ans encore prisonniers. Et là, j'ai demandé aux Suédois, vous voulez la justice? Et vous pensez que c'était normal que des Capitaine Najab et les autres soient encore emprisonnés. Donc ça, c'était un truc, ils nous ont aidés, ils ont milité pour ça, pour la libération des prisonniers marocains. Et la deuxième chose dont j'étais très fier, c'est d'avoir créé pas une organisation, une association d'amitié parlementaire maroco-suédoise. Et je leur ai dit, enfin pendant très longtemps j'étais en train toujours de leur dire, vous voulez être un pays juste, les pays justes ça écoute toujours les deux parties. Pendant très longtemps vous avez écouté qu'une seule partie, ça serait juste d'écouter aussi l'autre partie, et puis après vous prenez votre... Je ne vous dis pas d'être avec nous ou contre nous, mais juste vous devez écouter les deux parties, donc vous devez vous rendre à l'Aïoun, donc qui était quelque chose d'inadmissible pour eux d'aller à l'Aïoun, et d'entendre aussi bien les gens qui sont avec nous, il n'y a que les opposants, parce que même à l'Aïoun, nous avons des gens qui sont contre nous, et vous avez la possibilité de rencontrer tout le monde, et puis à vous de faire votre idée. Ben, vous êtes une fierté pour ce Maroc, et pour toutes les jeunes femmes qui aspirent à briser ce plafond de verre. Et moi, en tant que féministe, parce que je suis un vrai féministe, j'ai une profonde admiration pour les femmes marocaines, et pour celles qui arrivent à être un exemple, et à pousser les limites. Et je pense que pour les jeunes femmes, qu'elles soient aujourd'hui dans les affaires étrangères ou dans les autres ministères, vous êtes un modèle. Et c'est la raison pour laquelle je voulais que vous soyez le premier invité de l'émission. Oui, mais justement, pour parler de ça, comme j'étais la première femme de carrière à être nommée, c'est-à-dire que la responsabilité était très lourde. Parce que si je n'avais pas réussi dans ma mission, c'est-à-dire que toutes les autres femmes, pauvres d'elles, allaient en subir les conséquences. C'est clair. Et le fait que justement, de la Suède, tout de suite après la Suède, être nommé au Brésil, qui est un État, vous savez, qui est un grand pays, ça veut dire que le travail qui a été fait en Suède a été très apprécié. Et puis maintenant, quand on voit justement le nombre de femmes qui sont à la tête des ambassades, nous sommes presque une vingtaine de femmes, il y a encore une vingtaine de femmes à la tête des ambassades du Maroc, sans parler des consuls femmes et tout ça, je pense que nous avons fait du bon travail. Et chaque fois, je raconte toujours la même chose. Je crois que la diplomatie est le métier pour les femmes, parce qu'elles savent justement comment faire. Parce qu'en général, les femmes, ce sont des femmes qui aiment la paix, qui veulent toujours trouver des solutions à tous les problèmes et qui toujours en train de rechercher justement quelles sont les possibilités pour pouvoir améliorer les choses. Et je crois qu'elles ont les profils. Et la qualité de l'écoute. Les femmes, différemment de la majorité des hommes, ont une meilleure qualité d'écoute. Elles arrivent à entendre les messages et passer les messages. Alors le deuxième panel, c'était, je voulais que vous nous expliquiez ce que vous faites aujourd'hui pour former les cadres supérieurs du ministère des Affaires étrangères. C'est un sujet qui m'intéresse vraiment parce que je crois en une diplomatie professionnelle, contrairement à d'autres pays qui ont choisi de mettre fin à l'école de leur diplomatie, comme la France. Moi, je crois à une diplomatie professionnelle et je pense que les ambassadeurs devraient toutes et tous bénéficier d'une formation pointue avant d'occuper des postes. Alors, je vous interroge sur ce que vous faites pour former les cadres dirigeants du ministère des Affaires étrangères. Mais écoutez, justement, quand j'ai pris ma retraite, je me suis dit non, il va falloir que je fasse quelque chose parce que je suis une personne qui aime toujours faire quelque chose pour mon pays. Et donc j'ai fait une formation, donc j'étais mentor pour un certain nombre de personnes, mais je me suis formé en coaching. Donc j'ai fait du coaching, je me suis formé, j'ai eu un diplôme de coaching certifié. Et puis après j'ai posé la question, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? On m'a dit, vous pouvez devenir master coach. Alors qu'est-ce que c'est que master coach? C'est créer un outil de coaching qui peut être utile et qui n'existe pas. Donc je me suis dit, j'ai fait de la diplomatie du coaching et j'ai créé un outil que j'appelle le coaching diplomatique. Et à l'époque, donc, le ministère avait décidé, en 2011, de créer une académie au ministère des Affaires étrangères pour former justement les diplomates. Parce que nous, quand nous avons commencé, nous n'avons pas eu cette possibilité, ni cette facilité, disons, pour pouvoir... Nous regardions un peu nos supérieurs, on regardait les gens qui ont travaillé avant nous, et on les modélisait plus ou moins.
mais on n'avait pas une formation vraiment au niveau du ministère. Et là, justement, le ministère a créé cette académie pour former ces jeunes diplomates qui passent leur concours. Et pendant une année, ils sont formés sur un certain nombre de choses et tout. Et donc, en 2011, il y a eu la création de cette académie. Et en 2012, quand j'ai eu mon master coach comme coach diplomatique, je suis allé voir le directeur en demandant quelles sont les formations qu'on faisait justement pour ce jeune diplomate, ces jeunes qui allaient rentrer dans cette carrière de diplomate. Alors on me dit, on leur fait du droit constitutionnel, de l'histoire, de la géographie, des relations internationales. Tout ça, c'est très bien. Je disais, ça, c'est extraordinaire. Mais ce qu'il leur faut, moi, je pense qu'il faudrait quelque chose pour leur permettre d'être opérationnels. C'est-à-dire, tout de suite, ils peuvent travailler et ils peuvent faire quelque chose aussi bien au niveau de la direction, quand ils sont affectés dans les directions, que dans une ambassade. Alors, on me dit, qu'est-ce que vous proposez? Donc, j'ai proposé un module qui est le savoir-être d'un bon diplomate. Le savoir-être, quel est le savoir-être d'un bon diplomate? Et là, entre parenthèses, je dis, ça, c'est pour les diplomates, mais personnellement, je pense que c'est pour tout le monde, qu'on soit dans la diplomatie ou hors la diplomatie. D'ailleurs, c'est quelque chose qui se fait même dans les autres pays, même africains. Tout le monde a un diplomate, les responsables, les wali, les ministres et tout ça ont toujours un responsable du protocole, qui est quelque chose d'important. Mais le savoir du diplomate, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire déjà avoir une bonne connaissance de soi. Parce que pour pouvoir faire pour pouvoir réussir dans la vie, il faut d'abord avoir une bonne connaissance de soi. Vous connaissez la fameuse maxime de Socrate, connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers. La bonne connaissance de soi, c'est savoir quelles sont tes compétences, quelles sont tes connaissances, quels sont tes talents, quelles sont tes forces, quels sont tes dons, quelles sont tes valeurs, quels sont tes besoins. Toutes ces choses-là sont très importantes pour une bonne confiance en soi. Parce que pour pouvoir être un bon diplomate, il faut avoir une bonne confiance en soi. Et tout cela, c'est important de pouvoir savoir l'importance de sortir de sa zone de confort. Parce qu'un diplomate, c'est quelqu'un qui va à la recherche de l'information. C'est quelqu'un qui doit savoir ce qui se passe. Et s'il reste dans sa petite bulle, il ne va rien savoir. Donc tout cela, il va falloir qu'il sorte de sa zone. Donc c'est important de savoir quels sont les objectifs, qu'est-ce qu'on doit atteindre. C'est important de savoir quelles sont tes valeurs, c'est important de savoir quels sont tes besoins. Et puis après, tout ce qui concerne la communication. Un bon diplomate, mais je dis encore une fois, pas seulement un bon diplomate, n'importe quel responsable politique ou autre, comment communiquer, la valeur de la communication verbale, non verbale, paraverbale, toutes ces choses-là sont importantes. Quelle est l'importance de la synchronisation? Quelle est l'importance de l'intelligence émotionnelle? Quelle est l'importance du relationnel? Parce que c'est un bon diplomate, il faut avoir un bon relationnel. Et puis en plus de ça, qu'est-ce que ça veut dire qu'une visite de courtoisie? Qu'est-ce que ça veut dire qu'un agrément? Qu'est-ce que ça veut dire que les règles de préséance? Si vous ne respectez pas les règles de préséance dans le protocole, c'est des incidents diplomatiques que vous pouvez créer. Il peut y avoir des incidents diplomatiques énormes entre un pays et un autre si vous ne respectez pas seulement les règles de préséance, qui est la base justement de la diplomatie. Et puis après, comment organiser un plan de table? Comment on doit organiser une réception? Comment organiser un cocktail? Comment organiser un dîner? Et qu'est-ce que c'est? Quelle est la différence entre une visite d'État, une visite officielle, une visite de travail, une visite privée? Quelles sont les normes à suivre? Qu'est-ce que c'est qu'un dîner de gala? Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont très importantes pour un diplomate, pour qu'il puisse l'organiser et qu'il soit opérationnel tout de suite quand on va le mettre dans une ambassade. C'est formidable. C'est formidable. Et donc je suis fier que le ministère des Affaires étrangères du Royaume du Maroc se soit lancé dans cette démarche de formation de ces cadres et de ces cadres dirigeants qui vont occuper des postes de responsabilité à l'étranger. Bien sûr. Et comme vous avez dit, c'est la base pour une diplomatie efficiente que d'avoir des ressources humaines formées aux grands challenges du comment pays. se tenir à table, comment manger, comment s'asseoir, est-ce que vous devez le mettre à droite, est-ce que vous devez le mettre à gauche, toutes ces choses-là c'est du protocole. Et tout ça, c'est quelque chose qui est codifié. Bien sûr. Comment on doit, justement, ne serait-ce que pour lever un toast, comment tout est codifié. Et donc, vous devez les connaître. Et ça, quand on regarde la télévision, on voit beaucoup d'erreurs. C'est pour ça que je me dis que tout ce qui est formation, du savoir être diplomate et tout ce qui est savoir protocolaire, c'est tous les responsables qui doivent être formés. Et pas seulement nos responsables, mais tout le monde vraiment. Parce que, première des choses, diplomate doit être diplomate d'abord envers lui-même. Déjà, on doit être bien envers nous-mêmes et puis après, diplomate envers les autres. Donc, avant de passer au troisième panel, qui sera votre ONG, votre association, j'aimerais vous poser une question sur un thème qui vous tient à cœur, parce que j'ai un peu regardé ce que vous avez fait en préparant l'émission. Et je sais que la diplomatie économique vous tient à cœur. Oui.
Et je voudrais que vous... L'économiste qui va parler là. Je voudrais que vous me disiez quelques mots sur la diplomatie économique. Qu'est-ce qu'un diplomate, quand il est en poste dans un pays étranger, peut apporter à son pays en termes de synergie économique avec son pays d'origine? Bien sûr. Vous savez qu'avant de partir dans un pays, un diplomate doit être bien préparé. Il doit tout connaître concernant son pays, aussi bien la géographie, l'histoire, mais bien sûr l'économie. L'économie, c'est quelque chose de très important pour un pays. Et toutes les opportunités que peut offrir notre pays quand on est à l'étranger. Donc quand vous allez à l'étranger, vous devez justement faire connaître. Parce que souvent, ce qu'on remarque, c'est que votre pays est mal connu. Et les opportunités sont mal connues. Donc c'est important, avec des documents, avec des vidéos, avec les contacts, d'avoir justement des rencontres avec les hommes d'affaires et tout. Un diplomate, c'est quelqu'un qui doit être le plus ouvert à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement du politique, c'est aussi de l'économique, c'est du social, c'est du culturel. Il doit tout faire. Il doit être partout. C'est une approche transversale. Il doit être partout. C'est quelqu'un qui ne doit jamais être dans son bureau. Il doit être tout le temps en train de tourner et de faire la promotion de son pays à tous les niveaux. Formidable. Alors le dernier panel, c'est votre ONG. Vous avez créé EWA, Environmental Women Association. Oui. Et donc l'Association des femmes pour l'environnement. Et j'aimerais que vous me disiez qu'est-ce qui vous avait fait penser à ce projet, qu'est-ce qui vous a motivé pour le faire, et comment vous avez trouvé le temps, avec toutes vos activités, de continuer de créer une ONG, de la présider et de travailler sur le terrain. Qu'est-ce qui vous meut? Qu'est-ce qui vous donne toute cette énergie? Écoutez, c'est encore une fois dans ma carrière, comme j'étais directeur de la coopération multilatérale, je travaillais beaucoup avec les organisations internationales comme le PNUD, la FAO, l'UNICEF et tout. Et je voyais que le Maroc travaillait énormément, c'est-à-dire qu'on faisait beaucoup de projets, et les gens travaillaient, c'était du sérieux. Et puis après, quand on voyait le classement, à la fin de l'année, le PNUD venait avec son classement, et on voyait le Maroc, 156, 157. Je me disais, mais enfin, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose à faire. Et j'ai posé la question, je disais, mais enfin, avec tout ce que nous faisons, comment ça se fait qu'on arrive toujours à être très mal classé au niveau du développement? Alors on me dit, au Maroc, vous savez, vous avez deux problèmes. Vous avez un problème de santé. Le niveau de santé n'est pas au niveau qu'on voudrait. Et puis un problème d'éducation. Et l'éducation, surtout les petites filles qui ne vont pas à l'école. Donc les petites filles ne vont pas à l'école. Pourquoi? Souvent parce que soit l'école est éloignée, donc il y a un problème de transport, soit l'école il n'y a pas de toilettes dans les écoles. Je pensais qu'ils étaient en train de se moquer de moi. Je me disais, mais c'est pas possible, on ne peut pas avoir une école sans toilettes. Et ils m'ont dit, madame, vous n'avez qu'à visiter vos écoles et vous allez voir dans quel état sont vos toilettes quand ils existent. Et effectivement, il y a des écoles qui sont sans toilettes, ou bien quand elles sont là, elles sont dans un état inadmissible. Donc c'était déjà le premier signal. Et puis après, comme j'étais ambassadeur en Suède, c'est un pays où il y a 125 000, c'est un pays qui n'a pas de problème d'eau, il y a de l'eau partout, et vous pouvez visiter les îles et tout. Et puis alors, quand je visitais les îles, je trouvais des petits cabanons, je pensais que c'était le forestier qui habitait là-bas. On me dit non, non, ce sont des toilettes sèches. Première fois de ma vie que j'entends parler de toilettes sèches, c'est-à-dire toilettes qui n'ont pas besoin d'eau pour pouvoir faire ça. Et je me disais, mais enfin, voilà une technique qu'on devrait justement adopter au niveau du Maroc. Et pourquoi on ne l'a pas justement dans les souks, dans les zones rurales où il n'y a pas d'eau et tout ça, on a un problème d'eau et tout, pourquoi on n'a pas ce genre de technique? Et là, j'ai commencé à voir quelques hommes d'affaires leur disant, on ne pouvait pas apprendre ces techniques et pouvoir les faire. Tout le monde m'a regardé de travers en disant, mais enfin, il y a d'autres choses beaucoup plus importantes que des toilettes sèches et tout. Et puis après, c'était les missions qui venaient, que ce soit les Suédois, que ce soit les Brésiliens, Quand ils venaient au Maroc, on me disait, le Maroc est un pays fantastique. Mais nous avions toujours un petit problème pour trouver des toilettes au niveau. Parce qu'on est tout le temps en train de voir quelles sont les toilettes, où il y avait des endroits de toilettes pour pouvoir y aller. Et là, je me disais, mais non, ça c'est un peu trop, cette histoire de toilettes. Et puis après, le Maroc a été candidat à l'exposition universelle en 2012 pour pouvoir organiser l'exposition universelle 2012. Il était en concurrence avec la Corée. Et cette exposition devait avoir lieu à Tanger. Donc j'ai accompagné les délégations pour aller voir Tanger et tout. Et puis à la Médina, le problème des toilettes s'est posé.
Je me dis non, ça commence à trop faire. Je me suis promis qu'à la retraite, j'allais mettre sur pied une organisation qui allait s'occuper seulement des toilettes publiques pour pouvoir voir. Et c'est là où je me suis dit, ça c'est juste pour l'image de marque de mon pays. Mais après, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus sérieux. Bon, c'est sérieux l'image de marque, mais c'était un problème de santé. Quand j'ai vu le nombre de maladies qu'on pouvait avoir parce qu'il n'y avait pas de toilettes, je ne parle ni du choléra, ni de la diarrhée, ni de l'hépatite, ni du corona, toutes ces choses-là, incroyables. Problème d'environnement. Vous savez que nous avons un problème hydrique, et quand il n'y a pas de toilettes, on est en train de polluer notre nappe phréatique. C'est quelque chose d'horrible, ce qui peut arriver justement avec nos nappes phréatiques. C'est un problème d'éducation. On a vu que les petites filles, souvent les jeunes filles, ne vont plus à l'école parce qu'il n'y a pas de toilettes comme ça. Problème de tourisme. Nous sommes un pays touristique. Donc, pays touristique, donc le premier des endroits, quand on arrive dans un aéroport, on va visiter les toilettes. Quand elles ne sont pas au niveau, on se dit c'est un pays qui est sale. Donc, il y a un problème de toilettes, tout ça. Problème de dignité. Quand on voit les hommes le long des murs, dans une capitale, tout ça, parce qu'il n'y a pas justement, on dit il y a quelque chose qui ne va pas là aussi. Et puis vous voyez, on veut organiser la Coupe du Monde, on veut organiser la Coupe africaine, on veut organiser plein, et puis après on n'a pas cette toilette, tout ça. Donc ça, et puis ça donne du travail aux jeunes. Et quand je dis le travail, les gens pensent sécurité et entretien. Non, parce que c'est toute une chaîne. Vous savez que toute une chaîne, pour pouvoir déjà les construire, donc il faut déjà construire, on peut les construire. Et puis après, comment les installer, les architectes, les peintres, les plombiers. Justement, j'ai une question par rapport à ça. Donc vous faites du lobbying de façon à ce que les autorités prennent conscience de la nécessité d'avoir des toilettes publiques partout. Partout, exact. Et qu'elles soient propres, accessibles, pas chères, gratuites ou peu chères. Et justement, ma question, c'est sur ce plan-là. Quelles sont les actions de lobbying que vous avez faites auprès du CES, par exemple du Conseil économique et social, des waliers, des gouverneurs, du ministre de l'Intérieur, des présidents de communes? Parce que c'est une approche publique. Entièrement d'accord. Et une approche de santé publique, ce n'est pas le privé qui peut l'apporter. Il peut aider. Il peut aider. Mais le catalyseur, ça doit être le public. Alors qu'est-ce que vous avez fait comme démarche pour convaincre les autorités de s'intéresser à cette problématique? D'abord, on a écrit à tous les présidents de communes, présidents de régions et les wali. On leur a écrit. Aucune réponse, à part le président de la région de l'époque de Casablanca qui a bien voulu nous répondre et tout ça. Et puis après, j'ai commencé à faire du porte-à-porte, c'est-à-dire que je suis allé voir les walis, quelques walis, pas tous, celui de Rabat à l'époque qui est maintenant à Tanger, celui de Fès. Je suis allé voir les présidents des communes, parce que souvent on me dit que c'est les présidents des communes qui doivent faire. Donc, le président de la commune de Rabat, j'ai dû le voir une dizaine de fois. Mais tous me reçoivent très bien, il n'y a rien à dire. Et tous sont d'accord qu'il y a quelque chose à faire, mais jusqu'à présent, et le CES, le Conseil économique et social? J'ai vu les ministres de l'Environnement, j'ai vu un certain nombre de ministères, j'ai vu le ministère des Habous, je suis allé voir le ministère des Habous, je me suis dit que ça, quand même, là, il y a un problème aussi, on peut en parler lors des prières, leur dire déjà, parce que le problème qui se pose, c'est que souvent, justement, certains walis, on construit quelques toilettes, on a vu quelques toilettes, tout ça, et puis à quelques temps après, on voit qu'on les a fermées parce qu'ils me disent, mais après, les gens les détériorent. C'est vrai que notre association, que je n'appelle pas association je l'appelle association EWA. Maintenant, quelle est la situation? La situation EWA, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire et tout ça? Le problème, c'est il faut sensibiliser, c'est-à-dire qu'il faut du plaidoyer auprès des autorités. C'est vrai que c'est les autorités qui doivent les construire, mais il faut sensibiliser aussi le citoyen, parce que le citoyen, si lui-même ne prend pas en considération, si lui-même ne respecte pas cet endroit-là, si lui-même détériore, casse, salit et tout ça... Mais le citoyen, il vient, à mon sens, il vient en troisième lieu. Premier lieu, il faut la volonté politique. 2, il faut les ressources financières. Il faut les trouver, parce que quand on veut créer un réseau de toilettes publiques à grande échelle, il faut mettre en place les ressources. Et 3, il y a l'éducation du citoyen. Mais c'est ce triptyque-là qu'il faut mettre en place, et il faut trouver un bailleur de fonds. D'ailleurs, ça peut être même une manière pour les grandes entreprises et les firmes multinationales, et même les entreprises qui polluent, parce qu'il y en a, les cimenteries polluent, les distributeurs de carburant polluent. Ces gens-là, on pourrait leur demander de participer à cet effort-là pour compenser le fait qu'ils causent des préjudices à l'environnement et au pays. En face, ils pourraient financer
tout ou partie d'une telle initiative. Donc il faudrait faire le lobbying, mais je vous félicite pour ce que vous faites. Alors, juste pour l'histoire du financement. Le financement ne se pose même pas parce qu'il y a beaucoup justement d'hommes privés qui sont prêts à. Mais ils ont besoin d'autorisation. C'est l'autorisation qui manque, c'est-à-dire que les autorités... volonté politique. Volonté politique, exactement. Et quelqu'un m'a dit, vous savez, tous ces responsables, ces présidents de communes qui doivent justement, eux, faire le travail, ils aiment bien les choses qui sont tape à l'œil. C'est-à-dire, créer des toilettes, c'est pas quelque chose qui va être... C'est pas vendeur. C'est pas vendeur, exactement. Ils ont des choses qui sont plutôt visibles. Ça peut être porté par l'État plutôt que par les élus. Parce que l'État n'a pas besoin d'être vendeur, ce n'est pas le cas des élus. Exact. Ça peut être porté par le ministère de l'Intérieur. Oui. Ça peut être porté par le Conseil économique et social. Non, mais écoutez, regardez, moi, dans certains pays, j'ai vu des toilettes, et puis après, avec des affiches de, par exemple, Maroc Télécom, par exemple, Orange. Bien sûr, toutes on peut ces se grosses sponsoriser. sociétés peuvent, Ils peuvent financer. Exactement, ils se sponsorisent. En même temps, ils rendent service aux citoyens et ils font de la publicité pour leur société. En tout cas, je vous félicite. Je vous félicite pour tout ce que vous faites, pour votre parcours. Merci beaucoup. Pour le fait que vous mettiez votre énergie, votre temps et votre argent au service du Maroc. Et le Maroc vous en est reconnaissant. Je crois que c'est le devoir de tout citoyen. Si on aime son pays, on doit faire quelque chose. On est des colibris, c'est des petites... C'est pas des choses qui vont être grandes, mais vous savez... Comme on dit, goutte par goutte, hein, on peut faire des choses, on peut faire des océans, exactement. Donc chacun doit faire sa petite part, disons, pour pouvoir voir. Vous voyez, quand on voit le résultat de notre pays, ce qu'on a fait en 20 ans, on peut le faire en beaucoup plus de temps. En tout cas, je vous remercie d'être venu. Merci beaucoup pour votre invitation. Je vous remercie de nous avoir accordé du temps. Et puis je vous félicite pour votre action, aussi bien personnelle que professionnelle au service du Maroc. Et chacun montre son engagement nationaliste d'une certaine manière. Exact. Et vous le faites très bien et vous portez très haut les couleurs de la femme marocaine. Alors, il est temps de conclure. Donc, je voulais d'abord remercier Madame Farida Jaïdi, ambassadeur de Sa Majesté, de nous avoir fait l'honneur de venir assister à cette première émission d'Ecopoietis. Ecopoietis n'aurait pas vu le jour sans l'ODJ et le groupe Al-Risala, et je les remercie pour leur soutien. Cette émission est ouverte à tout le monde, quel que soit le sexe, la religion, la nationalité, le secteur d'activité, mais à condition d'aimer le Maroc, d'aimer le royaume du Maroc. Donc tous ceux qui aiment le Maroc et qui aiment ce pays sont les bienvenus. Par contre, elle ne sera jamais ouverte à ceux qui dénigrent mon pays. Ils ne seront jamais invités chez moi. Merci beaucoup.